le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, on est là dans le cadre de votre émission Duel, ici, sur votre chaîne. CS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, les bons côtés de l'histoire, c'est nous. L'actualité reste dominée par la mort d'un ancien ministre et député national, Chériba Okinde. La question qui mérite d'être posée: à qui profite la mort de Chériba Okinde? Il y a trop de révélations autour de sa mort. Est-ce qu'il a été invité à la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il est tombé dans les pièges des opposants? Ou Chériba Okinde, il était victime de son histoire propre à lui avec sa famille? En dehors de ça, il y a aussi d'autres questions d'actualité. Il y a encore de préalables que la CENI peut prêter l'oreille. Est-ce des préalables exigés par l'opposition? Ces préalables sont encore d'actualité? Est-ce qu'on aura les élections apaisées? Le report de 7 jours pour le dépôt des candidatures? Est-ce le peuple n'a pas suivi le mot d'ordre du président Martin Fayulu, qui a boycotté les élections, et Kabila qui marche avec la Constitution? La situation économique, parlons-en. La situation sociale et économique dépasse le régime Tshisekedi? Si oui, quelle est la solution palliative? Sur ces plateaux, vous m'avez demandé un casting meilleur pour vous. Il est là avec nous, le vrai warrior, l'homme qui a traversé les tempêtes. Lui s'appelle M. Pius Romain Roland, très proche de Maman Olive Lembe, Mama Waro et de Joseph Kabila Kabange. Il est journaliste, analyste politique. M. Pius Romain, soyez le bienvenu. Merci, cher confrère. De l'autre côté, nous avons la présence de celui que vous aimez beaucoup. Vous l'appelez député de la rue, l'homme qui réfléchit pays, l'homme qui aime les débats républicains. Il est là avec nous, M. Manix Iyenda. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Ndeko Delphin. Merci beaucoup à M. Pius. Je pense que nous allons faire un débat de l'altérité, un débat républicain, un débat des tolérances, mais aussi un débat des respects mutuels, au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, même de nos ségrégations politiques ou politiciennes. Nous allons considérer les Congos comme notre dénominateur commun. Quelqu'un m'a dit quand j'avais posté tes vidéos sur mon TikTok, vous êtes dans les 118 cas, ce qui veut dire 118 000 personnes qui vous ont suivi. Parmi les commentaires, les gens vous apprécient beaucoup en disant vous faites des débats républicains, vous réfléchissez pour les pays, vous défendez la nation d'abord. Mais effectivement, si on ne défend pas la nation, on va défendre quoi? Parce que moi j'ai un slogan que j'exploite ces derniers temps: la patrie avant le parti. Nous devons aimer notre patrie avant nos partis politiques. Ok, aimer la patrie avant le parti politique. Mais effectivement, je l'ai dit, au-delà de nos tendances politiques, notre dénominateur commun, c'est le Congo. Okay. Nous devons réfléchir pour le Congo. Nous devons présenter nos offres politiques de qualité pour booster le Congo à se développer dans tout le secteur de la vie nationale. Okay. Nous devons nous engager pour un débat des idées et non un débat des insultes. Okay. Nous devons nous engager pour élever la nation avec la qualité de nos idées. Et donc, Manix Iyenda ne fait pas partie de ce genre qui circule librement, mais menotté au niveau de la pensée. Okay. De gens qui sont libres, mais dont le cerveau est à la nerf. Dont le cerveau est dans la prison de Makala, pour dire dont le cerveau est condamné. Et donc, je suis libre d'esprit, un indépendant d'esprit, un citoyen actif, engagé à pouvoir apporter sa pierre de contribution pour construire un Congo plus beau qu'avant. Merci M. Manix Iyenda. Je souhaite également que ce débat soit républicain. De l'autre côté, M. Pius Romain, avant que nous puissions aborder les 3 questions d'actualité, est-ce le Congo, c'est votre priorité, vous aussi? Vous avez la passion du Congo comme Kabila? Plus nationaliste que moi, il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Et c'est tout mon combat, parce que j'ai sillonné presque tout le continent en fait. Les 5 continents. J'étais en Asie, j'étais en Europe, j'étais en Amérique, je vis en Afrique.
Malheureusement, je n'ai jamais été en Australie. Je n'ai jamais eu même un réflexe de penser un jour m'exiler, aller vivre ailleurs. Je me sens très à l'aise chez moi et j'ai toujours dit, j'ai la chance de sillonner au moins les 3/4 des territoires de la République démocratique du Congo. La seule province où je n'ai jamais été, c'est l'Équateur. Okay. De toutes les provinces de la République démocratique du Congo, c'est l'Équateur. La province de Jean-Pierre Bemba, là où il y a maintenant les je n'ai jamais... Non. Jean-Pierre Bemba l'a dit, hein. Il a vu le courant. La lampe, la lumière. Là, tu m'interromps. Non, vous avez cité l'Équateur. Je vous ai dit ce que Jean-Pierre Bemba a dit. Bon, libre à vous de croire à ces propos. Moi, je dis, je n'ai jamais été à l'Équateur. J'ai sillonné presque toutes les provinces. Ok. Et le Congo est tellement beau, tellement magnifique qu'on n'a pas besoin d'aller vivre à l'extérieur. Le Congo, ce n'est pas l'enfer. Non. Politiquement, c'est l'enfer. Ah, ok. L'environnement du Congo n'est pas un enfer. Il y a des endroits où il fait tellement beau vivre et le Congo jusqu'à présent est inoccupé en fait. Inoccupé. Et inoccupé puisque nous qui avons l'habitude de prendre l'avion, même les bateaux, même la route, si vous survolez l'espace aérien entre Congo central et Kinshasa, c'est pratiquement vide. Mais pourquoi ce sont des villages un peu parsemés par-ci par-là. Vous sillonnez l'espace kassaïen, c'est pratiquement vide. Même ici à Kinshasa, mais je ne comprends pas. Kinshasa, mais la ville est Kinshasa a une superficie de 9665 km². Nous occupions 3000 km. Les 6665 km² sont vides. Et c'est la raison pour laquelle je me suis toujours dit, est-ce qu'il était essentiel de continuer à construire les marchés, le grand marché vers Zando? Oui. Ce n'était pas essentiel. On pouvait construire un grand immeuble commercial du type Hypnose à Lubumbashi. Okay. Et est-ce que c'est essentiel d'avoir l'aérodrome d'Endolo en plein centre-ville? Alors que l'aérodrome d'Endolo a causé... depuis longtemps. Ah, s'il te plaît. L'aérodrome d'Endolo a existé il y a longtemps lorsque Kinshasa ou la République démocratique du Congo n'avait que 25 000 habitants et Kinshasa n'avait que 3 000 habitants. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est 3 pays réunis. Le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Cameroun. Ok. C'est 3 pays réunis. C'est ça la population de Kinshasa. Est-ce que c'est essentiel de laisser l'aérodrome d'Endolo en plein centre-ville? Moi, j'ai proposé. Ça fait longtemps. J'ai dit, sur ces lieux-là, on peut y construire un très grand marché. Okay. Et la ville pourrait gagner, en termes économiques, de l'argent. On construit un grand marché avec, comme j'en ai vu, les malls à Dubaï, avec un parking extraordinaire. Vous pouvez désengorger la ville. Et la ville peut gagner de l'argent avec ces marchés. Et là où se trouvent les Zando, on peut y construire un centre commercial. Mais regardez, depuis qu'on a démoli les Zando, regardez l'avenue Bokassa. Et pas Bokassa plutôt, Kasavubu. Comment est devenu? C'est presque inexistant. Dans un problème de vision, peut-être. Non, je pense que Manix l'a si bien dit. Il y a des gens qui ont des cerveaux à Ndolo ou à Makala, n'est-ce pas? C'est-à-dire un cerveau qui refuse de réfléchir. Lorsqu'on parle du dynamisme environnemental ou lorsqu'on parle du dynamisme de développement, il ne faudrait pas que nous restions figés dans l'archaïsme. Kitambo, hein, c'est la maison d'Engaliema. Oui, il y a ce qu'on appelle le site historique. Mais il faut que nous nous projetons aussi
dans le développement. Alors, M. Manix Yenda, c'est quoi le vrai problème? Est-ce que c'est le problème de la vision? Parce que nous avons des terres arables, nous avons l'espace, mais les gens préfèrent la ville, ne veulent pas aller à Kinkole, et ainsi de suite. Même les autorités et toutes leurs activités, c'est toujours ici en ville. Il y a un problème de vision, bien comment? Oui, un problème de vision, mais aussi un problème de gouvernance. Ok. Vous ne pouvez pas gérer une ville aussi métropolitaine comme la ville de Kinshasa. Mon co-débatteur l'a dit. Kinshasa a une superficie de 9 965 km², avec ses 24 communes, avec ses 4 districts, avec une démographie qui avoisine autour de 20 millions d'habitants. Parce que Kinshasa, en termes de démographie, est plus grande que le Rwanda, le Burundi, le Congo d'en face, l'Ouganda, le Gabon, et etc. C'est-à-dire Kinshasa, en termes de démographie, exprime un besoin accru de la population que l'on doit résoudre. Mais pour résoudre ce problème de la population, il faudrait commencer par faire un état des lieux. Ok. Qu'est-ce qu'a été Kinshasa hier et qu'est-ce qui est devenu Kinshasa aujourd'hui? Parce que le plan urbanistique que nous utilisons aujourd'hui, c'est le même plan qui nous a été légué par le colon belge. Les routes que nous avons, les infrastructures que nous avons, c'est par rapport à la démographie des 500 000 habitants. Mais une ville qui a été construite pour 500 000 habitants, la même ville est utilisée par plus de 20 millions d'habitants. Quoi de plus normal qu'il y ait des engorgements, quoi de plus normal qu'il y ait des embouteillages, des érosions, la promiscuité. Prolifération aussi. Et donc aujourd'hui, il faudrait que les dirigeants de Kinshasa essayent de voir comment on peut procéder à un aménagement du territoire pour désengorger. Parce qu'il y a des coins à Kinshasa qui demeurent encore vides, inhabités. Mais nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons un gouverneur, nous avons le gouvernement. Mais je vous ai dit que c'est un problème, s'il vous plaît, monsieur Delphin, je vous ai dit que c'est un problème de gouvernance. Et regardez même aujourd'hui. La pyramide des plus belles lurettes a été toujours renversée. Ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies passées, ils pensent que pour résoudre le problème de proximité, il faudrait commencer par le haut. C'est le pouvoir central qui gère tout. Alors que, si vous regardez ne serait-ce que la configuration globale de l'État, parce que nous avons deux types de pouvoir, il y a le pouvoir horizontal et le pouvoir vertical. Mais dans la verticalité de l'État, vous avez le pouvoir central au sommet. Vous avez 2, le pouvoir provincial. Et puis 3, vous avez les ETD, les entités territoriales décentralisées, où il y a les villes, secteurs, communes et chefferies. Et enfin, vous avez les entités déconcentrées, c'est-à-dire le territoire, le groupement ainsi que le village. C'est-à-dire quoi? Les ETD, les entités territoriales décentralisées, encore une fois, ce sont des entités qui sont dotées de la personnalité juridique. C'est-à-dire, ils bénéficient d'une certaine autonomie. La photo du président. Ils bénéficient d'une certaine autonomie, tant administrative que sur le plan financier. Mais regardez le cas, par exemple, de la commune aujourd'hui, qui est une entité territoriale décentralisée. Mais la commune regorge d'un certain nombre de moyens capables de pouvoir résoudre le problème de la commune. Parce que la commune a des ressources financières propres. On va dire ça. La commune bénéficie... Moi, j'ai entendu Jean-Tony Ngobila qui donnait 10 000 $ pour chaque... Écoutez, je vous ai dit que la commune a des ressources propres. Au-delà des ressources propres, parce que vous avez des taxes et impôts qui sont payés au niveau de la commune. Vous avez toutes les formalités administratives ainsi que les formalités civiles qui sont payées au niveau de la commune. Je prends par exemple le cas des célébrations de mariage. Ça regorge beaucoup d'argent. Les pertes des cartes d'identité. Vous savez ce que revient le coût pour un document qu'on appelle le document, l'attestation de bonne vue et mœurs. C'est 15 $, c'est au niveau de la commune. Les numérotations de plaques des avenues, ça se paye. Vous imaginez le nombre de frais qu'on paye au niveau du bureau de quartier? C'est-à-dire la commune a ses ressources propres. Mais au-delà même de ses ressources propres, parce que dans le mécanisme de gestion de l'État, surtout en ce qui concerne les relations entre le pouvoir central et les ETD, il y a les 10% venant de Caisse nationale des péréquations qui sont prévus pour booster les développements au niveau de la commune. Mais au-delà même de ça,
La commune a une catégorie des ressources financières qu'on appelle des ressources exceptionnelles. C'est-à-dire la commune peut faire des contrats de développement avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec toutes les structures financières internationales afin de booster un climat du développement au niveau communal. Et j'ai fini par là. Est-ce que vous savez la commune peut avoir son budget propre? Mais bien sûr. Mais vous habitez dans une commune, n'est-ce pas? Moi, j'habite dans une commune. Mon co-débatteur vit dans une commune. Vous et moi, nous connaissons le budget de nos communes. Encore une fois, même si ces budgets existent, ces budgets est éclaté sur base de quel secteur de développement pour la commune. Apparemment, ça, c'est un problème. C'est comme ça que moi, je propose. Je propose l'idée parce que j'ai toujours dit de la critique à la proposition, les acteurs politiques que nous sommes, nous devons faire un pas. C'est cela même la gymnastique intellectuelle. Ma proposition, c'est qu'il est évident aujourd'hui de créer par exemple des guichets uniques au niveau de chaque commune. Et ces guichets auront pour finalité l'orthodoxie de finances publiques locales au niveau de la commune et puis rationaliser la dépense. Parce que si la commune rationalise sa dépense, il est fort possible que la commune construise. Par exemple, des écoles communales comme on en a connu à l'époque, les Athénées de Lemba, Athénées de Ngiringiri. La commune peut créer des hôpitaux communaux. La commune peut doter des ambulances médicalisées à chaque quartier de la commune. C'est possible. Merci, monsieur La commune peut construire des salles de spectacle, des salles de jeux, des bibliothèques, des terrains de football. Avec le fonds propre. La commune peut créer une société de transport que moi j'appelle Transcom. Le transport communal pour résoudre le problème de la mobilité, mais aussi le problème de l'emploi des habitants qui vivent dans une commune. Et donc c'est un problème de vision et de gouvernance locale qui manque malheureusement dans le chef de nos acteurs politiques congolais. Des gens qui aiment invectiver, critiquer, que des discours politiques, des discours politiciens, mais des gens incapables de pouvoir proposer des offres politiques de qualité. Merci monsieur Manix Yenda. Une autre RDC possible avec la nouvelle énergie, la jeunesse qui pense le développement. J'ai vu, on a nommé des bourgmestres, mais sincèrement, excusez-moi, il y a certaines personnes que j'ai vu être nommées, ces gens-là ne rassurent pas, Vous avez des gens comme des Manix ici, qui vous mettent sur la place publique les idées comme ça, mais pourquoi vous ne donnez pas confiance aux jeunes? Surtout, monsieur Defa, les débats communaux, on ne le fait pas. Est-ce qu'on peut venir sur le plateau, faire un débat sur la gestion des entités territoriales décentralisées? Un débat sur la commune. Tu n'as pas l'autorité, tu es une petite personne, mais c'est un grand poste. Alors, monsieur Pius-Romer, qu'est-ce que vous pouvez ajouter avant que nous puissions aller plus loin? Je pense que l'essentiel de l'article 2 de la Constitution était justement de renverser la pyramide dont a parlé mon co-débatteur. L'article 2 de la Constitution. Vous pouvez lire cet article, c'est mieux d'ailleurs. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ok, dotées de la personnalité juridique. Parce que vous comprenez un peu le sens d'avoir une personnalité juridique. C'est tout ce qu'il a développé. C'est-à-dire les communes sont capables, avec l'argent, d'ailleurs, en ce moment des élections, est-ce qu'on a déjà fait un audit en rapport avec l'argent qui entre à la commune? Puisque tous les candidats seront assujettis à avoir les documents susceptibles de déposer leur candidature à la CENI. Est-ce qu'on a déjà fait une ventilation? Qui va auditer le... mais oui, c'est ça la question. C'est ça la question. La commune a une personnalité juridique, donc elle doit avoir une architecture institutionnelle, communale. Il y a le bourgmestre, il y a le bourgmestre adjoint, et puis il y a les conseillers communaux, et il y a les chefs de quartier qui sont là. Chefs des rues. Il y a les chefs des rues. Mais regardez nos rues aujourd'hui. Regardez nos rues. Moi, avant de venir, d'ailleurs, je suis venu en retard. L'une des raisons, j'étais en train d'arroser la route. J'étais en train d'arroser la route parce que elle est tellement sale. Et j'ai implémenté au moins le rythme de balayer la route. Chaque 3 fois la semaine au moins. Je le fais. Et chaque week-end, je cure le terrassé. Mais la suite, c'est laquelle? Il n'y a pas de suivi. Nos routes sont envahies. C'est devenu des marchés. On vit au-dessus des chefs de quartier, chefs des rues. Et peut-être celles qui vont
c'est la sœur ou la femme du chef des rues. Et il n'y a pas moyen de réclamer. Donc il n'y a pas la mobilité. Pourtant, les plans urbanistiques dont parle Manix, sincèrement, j'ai sillonné quelques pays africains. Je n'ai pas vu une capitale aussi urbanisée plus que Kinshasa. Ok. Kinshasa est très urbanisé. Ah bon? Kinshasa est très urbanisé. Mais les routes sont en mauvais état. C'est ça le paradoxe. Ok. Puisque il explique quand même aux gens. Attends, je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'avenue Itaga. Elle part d'où jusqu'où? Elle part du 24. Elle débouche sur Kabambari. Mais il y a un axe où la route est impraticable. C'est le marché qui est construit là. Mais le bourgmestre fait quoi? Ou le gouverneur fait quoi pour désengorger cette route qui est mobilité et qui n'y ait pas embouteillage? Si seulement si la commune peut générer des ressources susceptibles de développer sa commune, à plus forte raison, Kinshasa qui a un statut particulier d'une ville-province. Et il y a des routes à la charge du gouvernorat provincial. Mais ces routes-là, il faut aller les voir. Vous avez par exemple la route, c'est quoi ici, Plateau, qui part de c'est quoi ici, le marché ici, Ziguida. Et tu sais là où elle débouche la route? Derrière la banque centrale, la BCDC. Si vous prenez Plateau, qui part de la commune de Kinshasa, et qui prend Kinshasa, qui traverse jusque ça débouche derrière BCDC. Il y a des routes comme ça. Vous prenez par exemple l'avenue Pharmacie. De la prison d'Endolo, elle sort vers Itaga. Mais elle est impraticable. On préfère emprunter Kabambari. Mais prenez la route Kabambari dans je dis Kinshasa, c'est la ville la plus urbanisée. Merci. Mais les routes sont en très mauvais état. Je prends l'exemple de Brazzaville. J'ai été une fois à Brazzaville. 5 secondes. Toutes les routes de Brazzaville ne sont pas asphaltées. Certaines routes communales sont en terre battue. Mais il faut voir l'état des routes. Vous pouvez rouler à 100 à l'heure. Hein? Okay. Mais c'est en terre battue. Mais ici, chez nous, nos routes ont cette caractéristique. D'abord, ça devient le marché de tout le monde. Les petits restaurants, ils érigent leurs... les maléos. Les maléos. Ceux qui vendent les cartes prépayées, ils mettent... Les mamas des pains et autres. Et tous ceux qui jettent les immondices, c'est sur la route. Pourtant, avec cette pratique, la commune peut générer beaucoup d'argent. Il suffit d'instaurer l'amende. Voilà, merci. Monsieur Pius, vous gardez la parole. Donnez-moi, je peux avoir la photo de le nouveau chef, les commandants de la ville de Kinshasa et l'ancien. J'aimerais bien que monsieur Pius puisse placer moi d'abord par rapport à cela. Monsieur Pius, on a parlé de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Kassongo, le général Sylvano Kassongo a fait plus de 10 ans ou 10 ans comme... les patrons de la ville de Kinshasa, de la police. On vient de changer. Pensez-vous que les nouveaux venus, le général Blaise, peut relever les défis? J'aurais voulu à sa place qu'on mette Célestin Kanyama. Célestin Kanyama. Non, lui, il forme nos policiers pour... À sa place, dans pareille situation, j'aurais souhaité qu'on mette Célestin Kanyama. Pourquoi? La plupart des bandits opèrent en complicité avec les policiers. Vous avez suivi récemment le procès. Même de procès des kidnappeurs. Oui, même les garçons là qui disent... D'abord, celui qui avait tué notre consoeur là, qui l'avait enterré... Il y a une consoeur là, qui avait été enterrée par son chauffeur. Oui. Mais ces garçons là, est-ce qu'ils pouvaient sortir de la prison pour se retrouver encore dehors? Par quel mécanisme, par quelle gymnastique il est sorti de la prison? Il
est-ce que vous pouvez poser des questions? Vous avez ces garçons-là, ils vous disent, son métier, c'est vandaliser les maisons des gens. Et c'est le Oscram en a payé les frais. Mais ces garçons-là est toujours dehors. C'est-à-dire, il y a une complicité quelque part. Si pas de la police qui aide ces bandits à opérer, mais aussi de la justice. La police n'a pas la mission d'aider les bandits d'opérer, que je me trompe. Je n'ai pas dit la police a la mission. Non, je n'ai pas dit ça. Dans la mission, l'une des missions de la police, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Mais malheureusement, même les recrutements au sein de la police d'abord est devenue politisée. La police? Si elle est devenue politisée. La police est apolitique. Elle est apolitique par la forme. Et quand sont Elle est apolitique par la c'est forme. vraiment quand ont été politisés? Non, non, je ne cite pas les personnes. Je prends les corps. Puisque on a vu certains policiers. J'ai la vidéo avec moi. Certains policiers qui tansent l'ancien chef de l'État au profit du nouveau chef de l'État. Ok. Je n'ai pas dit Silvano Kasongo ou Blaise Kilimba Limba, non. Je n'ai pas cité les noms. Je dis tout simplement, au stade actuel, la police congolaise n'aspire plus confiance. La plupart de ceux qui opèrent sont en mèche avec les policiers. Où est-ce qu'ils trouvent les armes? S'ils ne sont pas en mèche avec les policiers. Ils ont même détenu aussi. Ils sont de mèche avec les militaires. Et le service de sécurité, notre ANR, ne voit que les journalistes qui critiquent Tshilombo. On n'insulte pas, on critique. Et on propose, comme l'a dit mon frère Manix. Mais on ne voit que ces journalistes. Kinshasa vit dans une insécurité terrible. Voilà, et on a même peur. On a même peur de sortir la nuit. Pour nous qui n'avons pas de toilettes dans la maison, aller se soulager et de se rencontrer avec un bandit dans la... Merci, Monsieur Pius. Alors, Monsieur Manix, en réalité, dès que la population voit un policier, pour la population, une assurance. Je suis protégé, voilà la personne qui devait me protéger. Aujourd'hui, si vous sillonnez dans la ville, si une personne croise un policier pendant la nuit, et la personne commence à pleurer, s'est dit, ces policiers ici, au lieu de me sécuriser, il va prendre tout ce que je... Du fait qu'on a changé Kasongo à M. Blaise, pensez-vous qu'on peut espérer à quelque chose plus meilleur? Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de changer les individus. Le plus important, c'est de changer les systèmes, de changer les politiques. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la police nationale n'aspire plus confiance à la population. Alors que cette police, elle a pour mission maîtresse sécuriser la population ainsi que leurs biens. Et donc, aujourd'hui, je pense que la plus grande question à poser est celle de savoir, est-ce la police reste encore dans les registres de sa mission? Alors, en parlant de la police nationale, moi je voudrais juste poser quelques questions de base. La première question est celle de savoir quel est le budget réservé pour la police nationale congolaise afin de faire son travail convenablement. Le deuxième élément, je voudrais poser un petit témoignage d'un cas d'insécurité que j'ai connu dans un quartier de la commune de Selembao, quartier Ngafani. Au mois de décembre 2022, il y avait un climat d'insécurité qui avait élu domicile dans ce quartier. Il y avait une Jeep pick-up qui venait dans le quartier aux heures tardives et ces bandits en main armée, ils ravissaient les téléphones, le bijou, l'argent, le sac des paisibles citoyens. Et ces phénomènes a pris de la recrudescence au point que la population s'en est plainte. On nous a posé les problèmes, moi en tant que député de la rue, et j'ai réuni un certain nombre de notables du quartier, des anciens du quartier, et nous nous sommes dirigés vers le commissariat de la police le plus proche.
nous avons posé les problèmes. Le commandant de la police nous répond en disant « Nous sommes bien au courant de cette situation. Mais nous, la police, nous sommes incapables de pouvoir intervenir pour sécuriser la population. » J'ai été abasourdi, j'ai été estomaqué. Et le commandant évoque 3 raisons fondamentales. La première raison, il pose le problème de l'effectif, c'est-à-dire le nombre de policiers affectés dans ce commissariat de la police. Il n'était qu'au nombre de 5 policiers. 5 policiers seulement. Vous imaginez le nombre de bandits qui viennent avec une Jeep pick-up. À la moyenne, on peut prendre le nombre de 10 ou plus. Comparablement au nombre de policiers, l'effectif de la police, de ces commissariats, c'est-à-dire il y a disproportionnalité en termes de nombre. Deuxième élément, il a posé le problème de manque de matériel. Il n'avait qu'une seule arme, une seule menotte. Il n'avait même pas de matraque électrique, même pas de support de protection pour des opérations de terrain. Il n'y avait rien. Et troisièmement, il a posé le problème de manque de mobilité, parce qu'il n'avait même pas de moto ni véhicule pour assurer une intervention rapide. Parce que de là où il y a eu la criminalité et le poste de la police, il y a quand même une distance. C'est-à-dire, les problèmes posés sont des problèmes fondamentaux. Mais moi, je me pose encore une autre question. Parce qu'il y a un problème de la police. Parce que vous savez, partout ailleurs, lorsque l'on veut sécuriser une population, on fait toujours de calculs, et ça fait même partie des exigences de sécurité, surtout pour le civil, le nombre de policiers par rapport au nombre des habitants à protéger. Est-ce un policier peut être en mesure de protéger combien de Congolais aujourd'hui? Encore une fois, un problème de l'effectif. Mais ce qui est curieux, la bonne partie de l'effectif de la police nationale est attachée pour la garde des personnalités politiques. Je veux dire des autorités de l'État. Vous prenez ne serait-ce que le cortège d'un ministre. Un ministre, à lui seul, il a droit à plus de 10 policiers. Juste pour lui, ministre, je ne compte même pas son vice-ministre, je ne compte même pas le nombre de policiers affectés pour le ministère. Et si vous faites la sommation pour un ministère, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 50 policiers juste pour un seul ministère. Alors comptez le nombre de ministères dans le gouvernement central, comptez le nombre de ministères dans le gouvernement provincial, comptez le nombre de gouverneurs, parce qu'il y a des gouverneurs qui ont droit aux policiers, les députés nationaux, et ainsi de suite, les mandataires, et etc. Pire encore, même les présidents de partis politiques aujourd'hui ont droit aux policiers. Pire et pire encore, même des anciens députés, des anciens ministres ont droit aux policiers. Pire, pire, pire et pire encore, même les vice-mamans ont droit aux policiers. C'est-à-dire une autorité qui a un partenaire dans une telle commune, et pour sa partenaire, il envoie 5 policiers à sa garde. Chez lui-même à la maison, il y a au moins une dizaine de policiers. Alors moi, je me pose la question. Donc on utilise des policiers de manière abusive. Est-ce la police nationale? Elle est une police des autorités d'abord, ou une police du peuple d'abord? Merci. C'est-à-dire, il faudrait que les autorités d'aujourd'hui essayent, parce que changer les individus, je l'ai dit, ce n'est pas ça la solution. Il faudrait changer les systèmes, adopter des nouvelles politiques de sécurité pour résoudre le problème de la population. Merci, M. Manix. Je vous avais promis aujourd'hui, ça serait un débat républicain. On réfléchit pays. Vous avez compris jusque-là, les deux invités sont en train de se compléter pour aider notre nation à aller de l'avant. Mais M. Pius Romain, vous allez ouvrir cette question économique. La situation sociale et économique dépasse les régimes Tshisekedi. Si oui, quelle est la solution palliative? Prenons d'abord la première phase de la question. La situation sociale et économique, est-ce que cette situation dépasse les régimes? Merci beaucoup. Je ne pouvais pas m'en passer de compléter. Puisque vous avez dit, on parle république. République. La police, bien qu'elle est politisée aujourd'hui, mais elle reste un corps apolitique. Et nous devons proposer
des solutions pour la dépolitiser davantage. Attends, vous venez de revenir, je sais que sur ça pour la deuxième fois. Monsieur Manix, vous avez la même compréhension que lui, que la police est politisée aujourd'hui? Non, mais moi, je ne parle même pas d'aujourd'hui. Ok. La police est politisée il y a 10 ans passés. Ok. Il y a 15 ans passés. Ok. Il y a 18 ans passés. Donc c'est un système. Non, mais c'est un système. Dans les régimes ciblent les systèmes. Non, mais qui a tué Rossi Mukendi? N'est-ce pas la police nationale? Une très bonne question. Qui a tué Thérèse Kapangala? Ok. N'est-ce pas la police nationale? Ok. Qui ont tué les militants de l'opposition qui se sont déployés dans une marche politique pour prévaloir leur liberté d'expression? N'est-ce pas la police? Ok, merci. Alors, vous pouvez continuer. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, la police était politisée. Donc, les 15 ans, 10 ans, c'est dans les régimes Kabila. Je ne parle pas ici de calcul des régimes. Okay. Qu'il appartient à tel régime, qui appartient à tel. Il a posé le problème qui est tout à fait fondamental. C'est-à-dire la police, au regard de son effectif, et ne pouvait pas être déployée autant pour sécuriser une seule personne, alors que la population croupie. Vous avez dit ici, la nuit, lorsque vous vous croisez avec un policier, c'est votre calvaire. Oui, oui. Il va vous dépouiller. Il faut commencer à faire des prières. Non pas seulement avec la police. Moi, je me rappelle. Avec la garde... c'est quoi encore ici? La garde civile. Okay. À l'époque, j'habitais 16e rue, au motel Fikine. Et en tant qu'étudiant, je ne savais pas préparer. Je devrais traverser l'échangeur pour aller chez ma grande sœur, qui est au Canada, mais pour l'instant, elle est ici, Jackie Kyungu. Je traversais l'Emba pour aller manger chez elle. Mais à 16 h, tu ne peux pas traverser l'échangeur. Avec la garde civile à sa tête, Baramoto. On te dépouille, on te demande les allumettes que tu as dans la poche, c'est quoi? Les marchés ici, les mamans ne pouvaient pas aller au marché. Dans la situation date. Et rentrer. Non, pour l'instant, les dépouillements, comme on les faisait auparavant, a cessé. Okay. C'est la mission confiée à la police qui pose encore problème. Alors, pourquoi nous avons ce genre de problème de la police? Parce que le recrutement est mauvais. Ok. Un grand voleur du quartier, vous le trouvez un jour, il est en tenue militaire. Il est en tenue de policier. Mais c'est votre calvaire. C'est votre calvaire. Il part maintenant pour légaliser son vol. Il part pour légaliser maintenant son vol. Un grand fumeur du chanvre, dans le quartier, il est recruté, il est dans la police. Mais c'est votre calvaire. Là maintenant, il va se venger contre tous ceux qui lui ont posé problème dans le quartier. C'est pourquoi j'avais proposé. À quoi sert d'inscrire les nouveaux diplômés dans les universités et les instituts supérieurs? Autant vous inscrivez cette année, autant il y a ceux qui se sont déversés sur le marché de l'emploi. La conséquence, c'est qu'ils sont chômeurs. On n'a pas d'emploi. Que la police a besoin de l'effectif. Oui, les seuls emplois. Orienter ces gens vers. Mais oui, les seuls emplois qui restent. Là, il y a les besoins. Les seuls emplois qui restent, c'est créer sa cabine téléphonique. Sa cabine téléphonique. C'est les seuls emplois qui restent. Les seuls emplois qui restent, c'est d'avoir une moto et puis se balader. Et aussi avec une moto, il y a encore une autre insécurité là-bas. Voilà pourquoi j'ai proposé plusieurs années. Ça ne sert à rien de déverser les gens dans les universités. Au lendemain de la publication des résultats, il faut d'abord que les services militaires soient une obligation. Ça soit obligatoire. C'est-à-dire, vous avez votre bac. Il y a l'honorable Daniel Mbao qui avait aussi amené ces projets. Je ne sais pas si... Il a réfléchi presque après moi. Okay. Et ça, je le dis à haute voix. Il a réfléchi. Moi, j'ai écrit au journal L'Avenir depuis longtemps. Okay. Qu'il fallait cesser... Il a piqué vos idées? Non.
il y a une complémentarité. Je ne dis pas d'appliquer les idées, il y a une complémentarité. Sauf que lui, étant législateur, il a mis ça sous forme de code, comme une loi. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai alerté le monde depuis longtemps. Alors, évoluons. Non, c'est très important. J'ai été à Dubaï, j'ai été en Turquie. À la question de savoir, quand vous vous croisez avec les policiers, quel est le sort qui vous réserve? Je n'ai vu aucun policier à Dubaï. Je n'ai pas vu des policiers à Dubaï. Mais, à une moindre erreur ou faute, pour répondre à la question, effectif, manque de matériel, manque de mobilité. Je prends seulement manque de mobilité ici. Mais à Dubaï, moindre erreur, vous n'avez pas 2 minutes sur les lieux. Les policiers surgissent. Les caméras sont partout. Même le meurtre de Chérubin, si c'était à Dubaï, ça serait connu qui a tué. Les caméras sont partout. Même la bière là, tu peux pas boire à Dubaï. Et je te dis, ceux qui connaissent ces pays ne peuvent pas dire le contraire. Il y a des endroits bien précis pour prendre la bière et il faut avoir une licence. Il faut avoir une licence. Et à des heures bien précises. Si vous osez prendre à des heures outre, la caméra est là. Dans tout le magasin à Dubaï, il y a des caméras. Donc c'est un problème d'organisation. L'État nous fait des Il a parlé de manque de matériel. Oui, oui. C'est l'un des éléments. La ville de Kinshasa est en proie à l'insécurité. Joseph Kabila a mis les caméras. Caméras? Si, il avait mis les caméras. Où? Sur les routes. Mais il y a une caméra que moi j'ai vue vers c'est quoi ici? Croisement Flambeau Kabambar. Ok. Qu'on a fait descendre. Caméra? Si, qu'on a fait descendre. Les gens ont volé? Pas volé, on détruit. Les gens ont détruit par la marche. Ok. Il y a eu des caméras dans certains points. Je ne dis pas partout. Il y a certains points où il y avait des caméras. Ok. C'est l'un des éléments. Si nous sommes butés à l'effectif, pour répondre à cette question, si nous sommes butés à l'effectif de la police, néanmoins on peut faire les recours aux moyens électroniques et ce ne sont pas les moyens qui nous manquent pour arriver à résorber l'insécurité à Kinshasa. Je vous ajoute 2 minutes. La question économique. Donnez-moi la photo de Nicolas Kazadi et le ministre de l'économie, les Warriors. Alors, j'aimerais bien, Monsieur Pius, vous avez 3 minutes, je vous donne 3 minutes, la situation économique, sociale et économique, le régime a échoué. Elle est catastrophique et infernale. Ok. Elle est catastrophique et infernale. Et aujourd'hui, les taux d'échange ne se mesurent pas en termes de chiffres. Se résument en termes de code de chaque pays. Hier, c'était 243. Okay. On a dit que c'est le code de la RDC. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à 250. Je pense que c'est le code de l'Ouganda. Mais puisqu'il n'y a pas un matelas financier, on ne produit pas. Là, nous avons les gens suffisamment outillés à maîtriser la situation. Il y a Nicolas Kazadi, il y a aussi le ministre de l'économie, Vital Kamerhe. La situation est mondiale, il semble. Mais la situation est mondiale selon le Congo. Mais en Ukraine, là où il y a la guerre, ils ne se plaignent pas de la situation économique. Mais oui. Ils ne se plaignent pas de la situation. Vous avez les éléments non, les Ukrainiens, malgré la guerre, l'économie... L'économie peut être affectée du fait que l'Ukraine fait face à la guerre. N'est-ce pas? Mais nous avons des pays qui émergent pendant cette période. Par exemple? Est-ce qu'on peut comparer l'économie de la RDC à l'économie du Maroc? Maroc. Est-ce qu'on peut comparer l'économie de la RDC à l'économie de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte? On ne peut pas comparer. Parce que ces pays ont des industries qui produisent. Nous subissons.
Nous subissons. Même et Kabila, notre économie... Même Kabila aussi est en train de subir. Hein. Ce n'est pas que le régime Tshisekedi. Kabila subit également. Mais il y a eu un homme qui a maîtrisé les macroéconomiques. Qui Matata. Nous avons entendu. Matata pour Si. Okay. Même si en face de moi, je suis avec Manix, qui aujourd'hui est en phase de Matata, mais hier, son langage n'était pas tel qu'il est dit aujourd'hui. On a maîtrisé, et moi j'ai toujours dit, avec toute franchise, la RDC a connu plus de 25 premiers ministres. Il n'y a pas un premier ministre qui a fait plus que Matata, qui soulève son doigt. J'ai suivi Matata qui a dit, moi quand j'étais ministre, qu'est-ce que j'avais fait comme magie pour qu'il y ait Congo Airways. Quand j'étais ministre, qu'est-ce que j'avais fait comme magie pour payer plus de $2000 aux professeurs. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est comme si ils voyaient que ceux qui sont là, c'est juste un problème de créativité. Ils ne sont pas vraiment... Manix a dit, et je continue à insister sur ses propos. Nous avons des personnes dont les cerveaux se trouvent encore à Makala. C'est-à-dire, il a dit ça de manière générale. Oui, on refuse de réfléchir. Quand on parle de l'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est la capacité qu'a un homme pour résoudre un problème. Ici, on ne fait que se plaindre. Oh, c'est un régime de plainte? On ne fait que se plaindre. Si nous prenons le taux d'échange, c'est à 24. Hein. Au 24 janvier 2019. À ce jour, nous sommes le 17 juillet. Le 18 juillet 2023. Vous avez vu la fluctuation de la monnaie. Alors qu'on nous a vanté un budget de 16 milliards. Alors qu'on nous a vanté une réserve de plus de 3 milliards. Mais aujourd'hui, je présume qu'aujourd'hui, vous avez au moins l'électricité, vous avez les générateurs. Mais moi, je n'en ai pas, ça fait 12 mois. Avec mes $30, je paye 60 litres de carburant. Avec mes $30, je paye 60 litres de carburant. Aujourd'hui, avec $30, sortez, si vous avez plus, c'est 18 litres. Parce que 3000, dès 1950, je me rappelle d'avoir fait un plat. Oui. Tu vois, lorsque vous allez sur le marché de consommation, tout a quintuplé. Le pain qui s'achetait à 150, aujourd'hui le pain est à 750. C'est la faute à qui? Hein? C'est la faute à qui? Est-ce que le gouvernement peut se plaindre? Qui gère le pays au quotidien? C'est pas Manix, c'est pas moi. Merci. Vous avez par exemple un œuf. Moi, j'achetais un œuf à l'époque à 250. Aujourd'hui, vous avez un œuf à 750. Là, je suis en train de voir Nico Faye. Non. Je suis en train de voir Nico Faye. Pas seulement Nico Faye, même lui, même s'il en parle, il subit ça. Merci. Il subit. Merci. Vous avez suffisamment le temps, les gens me reprochent déjà. Alors, M. Manix Yenda, je vais aussi vous donner suffisamment le temps. S'il y a des arriérés, vous pouvez les payer et puis aborder la question économique. La situation sociale et économique a dépassé le régime. Le régime est asphyxié. Je voudrais d'abord extirper un certain malentendu que je viens de recevoir de la part de mon frère Pius Roma, qui a parlé de cette question aussi importante, la question de l'économie. Il parle avec beaucoup de légèreté sur le taux d'échange. Je comprends, c'est ça les langages politiques. Il parle de code. Pourtant, la réalité des taux d'échange, nous la connaissons sur le marché. Deuxième chose, il a parlé de l'Ukraine. Il dit que la guerre russo-ukrainienne n'a nullement affecté l'économie de l'Ukraine. Contrairement à la RDC. Non mais ça, c'est une déclaration très grave. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que là où il y a la guerre, ça affecte toujours l'économie. Vous ne pouvez pas avoir une économie stable pendant un moment de guerre. C'est une contradiction légendaire. On parle du taux de change.
il est vrai, je voudrais même informer à mon co-débatteur que la politique monétaire est l'apanage de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, c'est la dernière étape dans la chaîne des dépenses. Vous avez le budget, les ministères de finances qui met en place les politiques financières du pays, mais aussi il y a la banque comme autorité monétaire, autorité des décaissements. Et la Banque centrale, aujourd'hui, a dans son actif une réserve de taux de change en termes de 4 milliards de dollars. Encore une fois, la réserve de taux de change a pour finalité parer au problème des déficits monétaires dans le marché de change. Je suis très content parce que j'ai suivi M. Nicolas Kazadi qui a parlé de quelques mesures. Ministre des Finances. Des mesures palliatives, effectivement, pour stabiliser le taux dans le marché. Okay. Je reviendrai sur ces mesures telles que dites par le ministre de Finances. Mais n'est pas reconnaître que la RDC est frappée par ces effets nocifs de la réalité économique internationale, c'est encore une fois méconnaître les réalités économiques des leurs. Parce que nous l'avons toujours dit, notre économie, c'est une économie extravertie, une économie d'importation. Nous importons chaque année plus d'1 milliard de dollars, ne serait-ce que pour le produit agroalimentaire. C'est-à-dire, dans le marché des commerces internationaux, aussi longtemps qu'il y a de problèmes, des crises d'ordre sécuritaire, c'est tout à fait normal que la RDC, une économie extravertie, soit affectée. C'est-à-dire, la réalité, elle n'est pas endogène, mais plutôt exogène. La deuxième des choses, je reviens sur le mesure, parce que M. Nicolas Kazadi a parlé de l'intervention de la Banque centrale comme autorité monétaire pour intervenir effectivement à pouvoir mettre de l'argent, la devise. Parce que la réserve de taux de change n'est pas en francs, elle est en dollars. Les 4 milliards dont on parle, elle est en dollars. Il faudrait donc revenir avec des politiques de superposition de la monnaie locale sur la monnaie étrangère pour éviter les effets inflationnistes. La deuxième possibilité que l'autorité financière, M. Nicolas Kazadi, a mis en place, notamment, c'est la possibilité de payer l'impôt en francs. Ça permettrait aux entreprises payeurs de l'impôt de convertir la monnaie, c'est-à-dire les devises reviendront vers le banque commerciale, c'est-à-dire revenir dans le marché, et les trésors récupèrent le franc. Encore une fois, c'est une mesure pour lutter contre le déficit monétaire dans le marché de change. Mais aussi, il a parlé de la surveillance de la qualité des finances publiques, surtout dans le cadre de suivi du trésor. Ce sont des mesures, il est vrai, l'hémorragie financière, elle est là, mais nous devons l'arrêter. Nous devons mettre en place des vraies politiques pour permettre que les marchés d'échange soient stabilisés afin de ne pas apporter, disons, afin de ne pas créer des conséquences sur le plan social. Avant de subir cela, est-ce qu'il n'y avait pas de politique, une politique préventive pour que nous ne puissions pas arriver à ce niveau ici? Non, mais justement, je vous ai dit que dans la gestion de l'État, il y a des cas fortuits qui arrivent. Personne ne savait que l'économie mondiale allait être affectée par la guerre russo-ukrainienne. Et quand la guerre arrive, effectivement, chaque État a la possibilité de s'adapter afin d'arrêter l'hémorragie. C'est en cela que nous voulons que le gouvernement de M. Samalou Condé essaye de déployer les efforts pour que l'hémorragie ne soit pas assez manifeste. Mais je voudrais parler d'une autre chose, parce qu'on parle de l'économie. Aujourd'hui, tous nous savons que l'économie congolaise, elle est en berne. Et c'est une réalité qui date. Vous savez ce que c'est la Gécamine, ce qu'est devenu Gécamine aujourd'hui. Vous savez ce que c'est la SNCC, ce qui est devenu aujourd'hui, l'ONATRA. Vous savez l'AMIBA, ce que l'AMIBA est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire les structures économiques qui prenaient en charge, en termes de plus de 65% d'ailleurs, l'économie nationale, toutes ces structures sont en lambeaux. Et ça, c'est un problème des gouvernants congolais. Deuxième chose, toujours on parle de l'économie parce que le domaine de l'économie fait appel à un certain nombre de facteurs ou secteurs. Non, mais il a pris beaucoup de temps. Les débats le plus intéressant, c'est les débats économiques. Parce que la RDC a un certain nombre de privilèges. Je prends le secteur de l'agriculture. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 40 millions de terres irrigables.
Nous avons plus de 26 sites greniers, aussi avec une politique complémentaire dans le cadre de semences améliorées, ajoutée par la politique agricole de M. Tshisekedi. Toutes les terres de la République démocratique du Congo, je dirais toutes les provinces, les terres de nos provinces sont fertiles et cultivables. C'est-à-dire, si nous mettons en place des véritables politiques agricoles, la RDC sera à même non seulement d'assurer une autosuffisance alimentaire, mais aussi de nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Je prends le secteur de l'infrastructure. Vous imaginez si la RDC arrive à créer des routes interurbaines. Ça permettrait une certaine mobilité en termes d'échanges commerciaux, parce qu'il y aurait des produits qui quitteraient le Nord Kivu vers le Congo central. Encore une fois, ce serait une stratégie pour booster notre économie nationale. Prenons le cas du secteur de l'énergie. Nous avons des énormes potentialités dans ce secteur. Je prends seulement la tridimensionnalité de notre INGA. INGA 1, INGA 2, INGA 3. Nous avons une potentialité qui avoisine à quelque chose de 106 000 mégawatts, capable d'alimenter tous les continents africains. Mais regardez l'état de notre secteur de l'énergie électrique aujourd'hui. Nous avons combien de barrages? C'est comme ça que je dis, le gouvernement congolais a une obligation de mettre en place des vraies politiques de développement économique afin d'impacter la vie sociale de Congolais. Mais pour y arriver... 5 secondes, Chité. Non mais, s'il vous plaît, accordez-moi ne serait-ce que 2 minutes. 2 minutes. Je vais chuter en bonté parce que mon co-débatteur a pris beaucoup de temps. Moi, je commence par proposer l'idée d'organiser un dialogue national sur la situation générale de l'économie du pays. Dans ce dialogue, je ne vois pas les acteurs politiques imbibés d'un sentiment narcissique et cynique de pouvoir partager les gâteaux du pouvoir. Je parle d'un dialogue qui aura pour partie prenante les experts en économie, le professeur en économie, les chercheurs en économie, les opérateurs économiques nationaux, le ministre de l'économie, le ministre de finances publiques, ensemble avec la Banque centrale bien entendu, les entreprises publiques de l'État, ensemble, ils vont définir les nouvelles politiques, les nouvelles directions politiques pour engager la RDC vers un chemin de prospérité. Deuxième chose, on ne peut pas relever la balance économique du pays tant qu'il y aura des gangrènes institutionnelles qui ont élu domicile depuis plus de décennies passées, notamment les détournements des deniers publics, la concussion, la corruption, les gabegies financières. Ce sont des cancers qui infestent le fonctionnement normal de l'État. On ne peut pas parler d'une économie forte tant que la bonne gouvernance n'est pas le maître mot. On ne peut pas parler effectivement d'une économie forte tant que toute la République, nous n'avons même pas un modèle économique adaptable aux réalités socio-économiques de notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, le président Tshisekedi, parce que c'est lui les comptables. C'est lui qui va rendre le compte au peuple congolais. Le président Tshisekedi a tout intérêt de revoir un certain nombre de choses. Parce qu'il est vrai, le régime de Joseph Kabila, je suis désolé, mon frère reviendra peut-être pour faire la défensive, a posé des mauvais tapis économiques qui nous a causé autant de dommages aujourd'hui, surtout sur le plan social. Je prends le cas d'un certain nombre de contrats de développement économique que la RDC a signé avec les partenaires internationaux. Je prends le cas du contrat chinois. Ok, parlons-en. C'était prévu dans le cadre du contrat chinois qu'il y ait 5000 logements sociaux construits par le partenaire chinois au bénéfice de la RDC. À l'heure où nous parlons, aucun logement social n'a été construit. Il était prévu de construire 31 hôpitaux. Pour la RDC, à l'heure où nous parlons, le contrat chinois n'a même pas construit un hôpital. Je ne parle pas de l'hôpital de Mama Olive Lembe. Je parle de l'hôpital qui résulte d'un contrat entre la RDC et la Chine. Troisième chose, c'était prévu dans ce contrat chinois qu'on construit 2 barrages hydroélectriques. Aucun barrage n'a été construit. 2 universités modernes. Je ne parle pas de l'université Mapan que nous connaissons bien et que nous saluons, une université privée, une université de qualité. Je parle de l'université de l'État. Aucune université moderne n'a été construite.
C'était prévu de construire 2 aéroports dans le cadre du contrat chinois. Aucun aéroport n'a été construit. C'était prévu de construire de routes en termes de 3656 km. Et aujourd'hui, à peine ces 536 km qui ont été construits. Quoi de plus normal que le président Tshisekedi qui arrive aujourd'hui de revoir un tel type de contrat qui n'a pas bénéficié à la RDC. Alors qu'en même temps, la Chine a tiré des dividendes économiques en termes de milliards et des milliards de dollars. Qui a perdu? La RDC. La RDC a perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de gouvernance et de leadership de qualité. Merci. Je veux bien dans ces débats. Kabila, c'était pas un leader. Non, mais comment on peut parler d'un leadership de qualité sans qu'il y ait des résultats de qualité? Merci. Encore une fois, je reviens pour son jeu de Nico Faye. J'en veux bien. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la température de prix dans le marché de change... Tu fais l'analyse comparative pour... Non, mais je voudrais aussi me permettre à faire une analyse comparative. Ok. Est-ce que l'université de Kinshasa que nous avions connue il y a 5 ans passés, c'est la même université aujourd'hui? Je dis non. Est-ce que l'hôpital de Mamaemo que nous avions connu il y a 5 ans passés, c'est le même hôpital que nous avons aujourd'hui? Je dis non. Est-ce que le même budget que nous avions connu il y a 5 ans passés, c'est le même budget que nous avons aujourd'hui? Je dis non. Est-ce que les stades des martyrs que vous avez là, c'est les mêmes stades que nous avions eus il y a 5 ans passés? Je dis non. Est-ce que vous mesurez en termes de coûts financiers l'enveloppe financière que l'État débourse pour la couverture en ce qui concerne l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire? Est-ce que vous mesurez? Cet argent ne vient pas forcément de la Banque mondiale. Cet argent ne vient pas forcément du FMI. C'est l'argent du Trésor. Et les Trésors déboursent cet argent avec des politiques financières claires que l'État a essayé de mettre en place afin de résoudre aux problèmes sectoriels. Merci, monsieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on veut faire cette étude des comparaisons, alors prenons le dernier résultat de Joseph Kabila 2018, prenons le dernier résultat de Félix Tshisekedi 2023 et faisons la comparaison. Merci, monsieur. Et je suis prêt pour ces débats techniques. Pas de problème. Et je peux vous peindre un tableau dans tout le secteur de la vie nationale. Je prends le résultat de l'agriculture, le budget de l'agriculture 2018, je prends le résultat de budget de l'agriculture 2023. Je prends le secteur de l'éducation 2018, je prends le secteur de l'éducation 2023. Je prends le secteur de la santé 2018, je prends le secteur de la santé 2023. Merci, monsieur Manix. Si vous voulez un débat sectoriel, je suis prêt. Merci, monsieur Manix. J'ai aimé les calmes depuis ce Romain Roland. C'est ça aussi, la République démocratique du Congo. Un débat républicain comme ça, chiffre contre chiffre, argument contre argument, sans insulte. Alors... sans injure plutôt. Alors, monsieur Pius Romain Roland, il y a les arriérés à payer. Merci beaucoup, cher confrère. Je vous laisse suffisamment le temps. Je comprends que mon frère, depuis qu'il est sorti du cachot de l'ANR, son cerveau a été formaté. Et ce qu'il dit, je comprends son émotion. Oh, il est dans l'émotion? Si. Si vous voulez une étude comparative, si vous voulez une étude comparative, accordez-moi. Pas de problème. Une émission, on viendra ici. Nous sommes déjà, on y est déjà, on peut faire cette étude comparative. Nous y sommes. Parlons-en. Vous avez parlé au futur. Nous devrons mettre. La question n'était pas au futur. La question était au présent. La situation économique à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas encore à l'étude comparative. S'il faut que nous allions dans l'étude comparative, Tshilombo n'arrive pas à la cheville de Kabila. Ça, c'est les discours politiques. Revenons aux faits. Mais nous parlons politique, la politique nous tient à la gorge. Quand vous parlez mais si, nous allons parler les faits. Nous allons parler les faits. Continuez. Tout ce que tu as relevé, je t'apprends que ce sont les projets laissés par Joseph Kabila. Tout. Et je peux te mettre au défi. Je te l'ai dit. Même ceux qui exécutent tout ce que tu as dit là savent que ce sont les projets laissés par Joseph Kabila. Vous avez parlé du contrat chinois. Je prends seulement l'aspect contrat chinois. Vous dites quoi de plus normal que le président Félix puisse revoir les contrats? Je vous ai dit plusieurs fois. Le mal, nous Congolais, c'est que nous ne savons pas d'où viennent notre souffrance. Ça vient d'où?
L'autre fois, je vous ai dit ici, je prends toujours Jean-Marie Kassam à témoin. Okay. Et sur sa chaîne, je le lui ai dit. Pourquoi il ne balance-t-il pas l'émission qu'il a produite avec Jean-Michel Dumont, l'ambassadeur de l'Union africaine, ici? L'Occident est allé en Chine pour combattre ce contrat ici. C'est écrit dans les contrats. Il est prévu de construire autant. Il est prévu de construire autant. Il est prévu de construire autant. Mais l'argent est là. Plus de 5 milliards, l'argent est là en banque. Mais pourquoi vous n'avez pas construit? S'il te plaît, c'est pas... Il ne voit pas la traçabilité de ce que vous devez. S'il te plaît. Aidez-nous. Moi, j'étais au Parlement lorsqu'on débattait de cette question. Okay. Il a fallu aussi le transfert de la technologie. Depuis que ce contrat a été combattu par l'Occident, l'Union européenne, de 9 milliards à 3 milliards de ces contrats. De 9 milliards à 3 milliards. Tout ce qui était prévu dans ces contrats. Vous avez suivi les gens de la ACGT. Je ne parle pas de Ekanga, l'autre là, qui vous a donné la lumière sur ces contrats. L'argent est en Chine. Vous êtes allé en Chine. Pourquoi on ne vous a pas donné cet argent? Tshilombo est allé en Chine. Il est allé demander cet argent. Il est allé revoir ses contrats. On lui a dit, il n'y a rien de mal dans ces contrats. L'argent est là. C'est pas possible. Non. La RDC n'a pas de projet bancable. Si Kabila avait les projets bancables, l'argent était là. Ici, on a des problèmes ici, de route aucun ici. hôpital chinois n'a été construit. Aucun. En dehors de l'hôpital de Maman Olive. Ndjili là, qu'est-ce qu'il y a Ndjili là? L'hôpital chinois congolais vient d'où? Ok. C'était dans les projets de... Non, je parle de l'hôpital sino-congolais. Ok, c'était dans les contrats sino-congolais. C'était dans les contrats. Il parle de routes 536 km déjà réalisées. Sur combien? 3656. Ok, Joseph Kabila a trouvé combien? Oh. Attends, puisque tu as voulu cette étude comparative. Allons maintenant dans cette étude comparative. Lui, il a trouvé combien de routes, de kilomètres de routes asphaltées? Je te donne un seul cas. Ok. Kinshasa Matadi. Nous faisions 2 semaines pour y aller. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, ça c'est vrai. Kinshasa Kikwit. On y fait aller-retour. Ce n'était pas le cas. C'est dans le 500 et quelques kilomètres. S'il te plaît, tu as demandé l'étude comparative. Il dit c'est dans les 500. Oui, ça, Kabila a réalisé, il est d'accord avec ça. Mais à la place de 500, j'ai entendu aucun. Mais je te dis, c'est un contrat qui vous prend combien d'années? Combien? C'est une clause de combien d'années? Dites-nous. Non, c'est toi qui as soulevé la problématique du contrat. C'est une clause de combien d'années? Que je me trompe, 20 ou 30 ans. Mais oui, c'est une clause de combien d'années? Tout n'allait pas se faire en un seul jour, en une seule année. L'argent est là, les contrats n'est pas encore résilié. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, qui êtes maintenant, vous êtes devenu chantre de Tshilombo, à 155 jours de la République de Tshilombo. À 155 jours de la fin du mandat, vous êtes devenu chantre de ce régime. Mais pendant les 4 ans, le contrat y était. Pourquoi vous n'avez pas réalisé ce qui est écrit dans le contrat? Parce que ce n'est pas le contrat de Joseph Kabila, c'est le contrat de la République. Ce sont les minéraux de la République. C'est-à-dire qu'il y a continuité de l'État. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, d'aller poursuivre ce contrat qui est salutaire pour les Congolais? Puisque Kabila a fait sa part. Et j'ai entendu ici, on ne peut pas avoir une économie stable pendant la guerre. Mais comment Matata a stabilisé l'économie? Ok. Pendant les 18 ans de guerre. Matata l'avait fait? Mais comment? Ok. C'est bon. Il a trouvé combien d'avions de compagnie ici? Là où leurs ministres se réunissent, le Congo, la République démocratique du Congo, depuis que le Congo était Congo, tous les ministères étaient des locataires, excepté les affaires étrangères, la fonction publique, l'intérieur, la défense. Tous les ministères étaient des locataires. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argent que le Congo versait dans les poches des individus, même des ministres, faisaient louer leur maison comme cabinet, et pas à moindre coût?
est-ce que cet argent aujourd'hui, qui en bénéficie? Il y a le non, s'il te plaît, il a pris le temps, s'il te plaît. Il nous reste 10 minutes. Il a demandé une étude comparative. Je ne m'étais pas préparé sur ça, mais j'ai les éléments. Vous avez la dent qui a été prise de Lumumba. Ok. Vous aviez quel musée? Aujourd'hui, le musée est devenu le lieu de... On ne veut pas entendre une fête. Ce régime ne veut pas entendre une fête. Oh. Mais oui. Ce régime ne veut pas entendre une fête. Le musée est devenu un lieu. L'œuvre de Kabila. Non, c'est l'œuvre de Tshilombo, il faut me le dire. Si c'est l'œuvre de Tshilombo. Merci. Vous avez le bâtiment de la territoriale. Le bâtiment jaune qui est à côté du palais du peuple. Ce bâtiment est sorti de la terre, C'était dans de nulle part. C'était dans les contrats chinois. Je dis, puisque le contrat chinois est apparenté à la gestion de Kabila. Ok. Est-ce que ce bâtiment-là est sorti de soi-même de la terre? Merci. Il a parlé, vous ne savez pas en termes de coûts. Pour les infrastructures, non, c'est l'argent de la francophonie. Et la gratuité de l'enseignement? Non, il n'y a pas la gratuité de l'enseignement. Tshilombo lui-même l'a dit. Je peux te donner la vidéo. Et puis quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, vous devrez quand même reconnaître cette œuvre-ci. La constitution de Kabila. C'est d'ici où vous avez tiré la gratuité de l'enseignement. L'article 43. Je peux lire? Non. Non, pourquoi non? On n'a pas assez de temps. Non, il y a le temps. C'est l'article 43 Il y a de le la temps. Constitution. Il y a le temps. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il est prévu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements. Est-ce que cet arsenal juridique n'a pas été mis en place par Joseph Kabila? Merci, monsieur Pius. Non, ne dis pas d'abord merci. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne dis pas d'abord. Il faut que je le rencontre pour que les téléspectateurs risquent de croire comme j'étais calme, comme s'il m'a marqué. Non, je vais... Alors que je lui donne de la matière. Je viens vers vous. Il a fallu... La question d'aucun de vous allez payer la gratuité de l'enseignement. Vous avez construit combien? Il ne faudrait pas que vous veniez comme mon ami Jenny Kaninda, qui est venu dire le régime a construit 23 000 écoles. Vous êtes un peu trop passéiste. Non, je ne suis pas passéiste. Moi, je suis réaliste. C'est-à-dire, lorsque vous voulez arriver... Et je comprends que là où vous veniez, tout a été formaté pour dire ce que vous devrez dire. Merci. En réalité, Merci. ce que vous dites, Merci. vous le savez. Il faut les rencontrer dans les fonds. Au fond de votre cœur, que vous dites, vous ne dites pas les choses vraies. Puisque Joseph Kabila n'a pas trouvé de compagnie ici. Merci. Toutes les sociétés étaient pillées. Vous avez parlé de la GECAMINE. Laissez-moi les rencontrer pour la GECAMINE. 5 secondes. Laissez-moi les rencontrer 5 pour la secondes. La GECAMINE est descendue aux enfers. C'était en 1987. Et je vais vous montrer comment la GECAMINE est descendue aux enfers. Non, s'il te plaît. Attendez, monsieur. Puisqu'il a parlé, il a parlé des structures économiques. Dans quel état ça se trouve. C'est comme si il y a une responsabilité de quelqu'un, puisque dans leur bouche, c'est toujours 18 ans. Mais moi, je vais vous montrer comment ces entreprises sont tombées aux enfers. Mais n'oubliez pas au passage, le double pillage économique qui a plongé notre tissu économique en enfer. Merci, on va faire ces débats. Je vais vous inviter prochainement pour en parler. Il nous reste 8 minutes. Alors, monsieur Manix, je vous donne 2 minutes pour la question de Chérivé Okende. 2 minutes, ça serait pour la question liée aux élections. Mais 2 d'abord, lui répond et puis vous aurez les mots de la fin. Alors, parlons de la mort de Chérivé Okende. On dit la mort du régime profite au régime Tshisekedi. Votre analyse, s'il y a des arriérés, vous les payez. 2 minutes. Très rapidement, je reviens sur ce qu'a dit mon co-débatteur, M. Pius Romain, que je respecte beaucoup, à qui je reconnais la dextérité intellectuelle. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il dormait dans une très mauvaise position et je comprends qu'il n'est pas encore prêt pour faire un débat de fond. Je suis encore prêt, je suis très disponible. Si vous voulez que nous fassions un débat comparatif entre le régime de Félix Tshisekedi et le régime de Joseph Kabila, je suis prêt, je suis très disponible, je reviendrai encore pourvu qu'on parle fond, qu'on parle fait, qu'on parle gestion, qu'on parle gouvernance. Et non, vous avez été formaté, et non, on vous a acheté. Ça, c'est les débats superficiels. Alors,
il était important, effectivement, que M. Tshisekedi revienne sur le contrat chinois. Je ne sais pas si vous avez connu la photo du président. Le clause qui ont été prévues dans l'entreprise Sicomine. La RDC avait combien de pourcentage? 30%. Devant la photo du président. 70%. Effectivement, la descente du président Tshisekedi en Chine, c'était pour exiger une réciprocité d'obligation en termes de pourcentage. Il a exigé qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant en termes de 50%. C'est ça. C'est obtenu. Oh là là. Non, je demande si c'est obtenu. Notez seulement, on est à la fin. Je demande si c'est obtenu. Monsieur Manix évolue. Joseph Kabila, à la clôture de son pouvoir, parce que vous venez pour ascenser l'individu, moi je parle de principe de gestion de la chose publique de l'État. Lui-même, il a reconnu pour n'avoir pas pu transformer l'homme congolais. C'était son dernier aveu d'irresponsabilité après avoir géré les pays pendant 18 ans. Alors que le meilleur canal pour transformer l'homme congolais sont, je cite, 1. La famille, parce que c'est dans la famille que l'homme congolais apprend à parler et à marquer le premier pas. 2. C'est l'école, parce qu'à travers l'école, l'homme congolais apprendra à lire, écrire et calculer. 3. L'université, parce que c'est dans l'université que l'homme congolais créera des hypothèses, des solutions afin de résoudre le problème de la société. Et enfin, le travail, le lieu par excellence, l'homme congolais mettra en exergue toutes les valeurs prérequises au niveau de la famille, école et université. Joseph Kabila a lamentablement échoué. Et je comprends. Il a parlé de la Constitution. Vous n'avez même pas honte de brandir ces documents aussi fondamentaux. Donc, vous voulez dire que la Constitution est l'œuvre de Joseph Kabila. Monsieur, je vous apprends immédiatement la Constitution que vous voyez ici. C'est cela le contrat social. C'est cela le pacte républicain. C'est cela la volonté expresse du peuple congolais. La Constitution, c'est le peuple. Et d'ailleurs, Joseph Kabila a toujours été en antipode avec le peuple. Wow. Vous parlez de l'article 43, sans vergogne, sans honte. Wow. Donc vous voulez dire que les Congolais sont heureux de Joseph Kabila parce que la Constitution avait prévu la gratuité en termes de texte, lettres mortes. Wow. Que d'être heureux pour celui qui vient de mettre en œuvre l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. J'ai l'impression que vous voulez que le peuple congolais organise une collation pour Joseph Kabila qui a échoué avec un bulletin de 24%. À un enfant qui a échoué, il faut pas bêter gogo. Moi, nous avons zuité na kelasi ya koliate. Moi, nous avons zuité à cause de gogo. Vous voulez que Joseph Kabila qui amène pour le peuple congolais un bulletin de 24% et que le peuple congolais a organisé les fêtes. Tobetele maboko Kabila longi. C'est-à-dire, Kabila a échoué et le peuple va corriger Kabila de la plus bonne manière possible. Et donc, si vous imaginez, parce que je sais que ces gens, ils ont un plan Sassou Lissouba. Ils pensent que, comme il y a eu alternance entre Sassou et Lissouba en 1992, et que plus tard, en 1997, Sassou était revenu au pouvoir, cette scène, ce scénario sera possible pour le cas de la RDC. Encore une fois, je voudrais tirer l'attention du peuple congolais. Vous connaissez déjà le... Tenez. Si Joseph Kabila revient encore comme président de la République dans ce pays, il sera le dictateur que la planète n'a jamais connu. Parce que Kabila, aujourd'hui, il est déçu. Il est déçu de l'alternance démocratique que le peuple lui a fait pression d'imposer. Parce que Sassou, qui a voulu l'alternance, en 1992, en 1997, Sassou est devenu le dictateur que l'histoire n'a pas connu, surtout pas dans la vie politique du Congo-Brazza. Merci. Et donc, si Joseph Kabila revient, il va nous traiter comme Sassou. Il va nous traiter comme Kagame. Or, nous, le peuple congolais, nous sommes un peuple indépendant. J'ai l'impression que vous devenez prophète des malheurs. Merci. Kabila Zuité, Akozongate. Merci. Moi, nous, Zuité, tout ça, il est fait. Merci, monsieur Manix Yenda. Monsieur Pius Roma, je vous donne le mot de la fin. Il va conclure à la mort de Cherbin Okende, à qui profite son décès. Comme ça, monsieur Manix va conclure.
Je ne peux pas parler de la mort de Cherubin Okende alors que tous les morts du régime de Joseph Kabila s'étaient mis sur la tête de Joseph Kabila. Je ne peux pas parler de la mort de... Puisque j'entends parler, l'ordre a été donné, mais pas de les tuer. Ça, c'est ce que j'ai appris. L'ordre a été donné, mais pas de les tuer. Alors, qui a donné l'ordre? Mais je ne peux pas parler de ça sans laisser les inepties de mon frère. Que je continue à dire bravo à l'ANER qui a formaté les cerveaux. Il a fait 4 mois à l'ANER. Il parle, vous n'avez pas honte. Messieurs, si Tshilombo aurait hérité le Congo de la forme que Kabila l'a hérité, nous serons tous en enfer. Il a posé les bases et vous lui devez du respect. Beaucoup de respect. Et j'insiste sur ça. Beaucoup de respect à Joseph Kabila. Pourquoi je le dis? Dites-moi, vous aviez quelle république ici? Il a hérité quoi de cette république? Que des morceaux dont les bénéficiaires, ceux qui nous ont plongés dans cette situation, se trouvent dans votre gouvernement. Jean-Pierre Bemba avait son morceau. Boussa Nyamouchi avait sa rébellion. Dites-moi un peu du respect à Joseph Kabila. Quand vous dites, vous n'avez pas honte de brandir ça. Les contrats sociaux, vous en avez? L'État existait dans ce pays, nous avions une république. Nous avions 2 monnaies. Nous avions 2 monnaies, nous avions 2 parlements, nous avions 2 gouvernements. Et nous avions 2 lois fondamentales. Je vous donne la matière, puisque je suis professeur d'enseignement gratuit. 1 minute. Non, pas 1 minute. 1 minute. Pas 1 minute. La question est très sensible. Il a parlé avec vergogne. Kabila a échoué avec 24%. Messieurs, ce monsieur vous a donné la République avec 145 territoires. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Un peu du respect. Et je continue à dire, un peu du respect. Dans ce pays ici, nous avions un parlement rédigé par Mosengo. Nous avions un parlement dirigé par Anzulu Mbembe Boboliko. Nous avions 2 monnaies occasionnées par le père de Tshilombo. À la conférence nationale souveraine, il démonétise les billets et c'est toute la souffrance de l'économie. Et nous avions des zones où on utilisait tel franc, dans telle autre zone on utilisait... Non, laissez-moi. Laissez-moi, c'est très important. Laissez-moi, c'est très important. Il nous reste 2 minutes. Nous avions 2 constitutions. La constitution de 1967, sur laquelle Mobutu fondait son pouvoir, et une constitution sortie du palais du peuple, à la conférence nationale souveraine. Nous avions quelle armée? Où vous dites, vous n'avez pas honte, messieurs. Tshilombo a bâti campagne pour cette constitution. Son père a bâti campagne pour cette constitution. Non, attends. Non. 30 secondes. Je suis très sérieux. 30 secondes. Parce qu'il a touché une sensibilité. Et je continue à le dire. Si Tshilombo aurait hérité le pays de la manière dont Kabila l'a hérité, nous serons enterrés puisqu'il est bénéficiaire. Merci. Justement des bases posées par Merci, monsieur Plus Romain. Et vous devez de Monsieur Manix, 30 secondes, on conclut. Et je vous demande un face-à-face. Un autre débat. J'en veux bien. Ok, merci. Je veux programmer ça. 30 secondes, on retient quoi? Respect au peuple congolais et non à M. Tshisekedi. Et non à M. Kabila. Parce que le peuple est plus que Tshisekedi et plus que Joseph Kabila. C'est pas le peuple qui a rédigé. Oh là là. Il y a une poignée de gens. Est-ce qu'il peut terminer? C'est pas le peuple. Est-ce qu'il peut La volonté du... Le peuple a voté pour ce Kabila s'est impliqué. Et Tshisekedi a refusé avec son peuple. Est-ce qu'il peut terminer? La volonté du peuple avait voulu que le pouvoir de Joseph Kabila s'arrête le 19 septembre 2016. Mais la constitution Non, mais lui a imposé ça. Qui l'a violé?
Et aujourd'hui, donc vous avez violé. Aujourd'hui. Non mais s'il vous plaît. Aujourd'hui. Vous avez violé la Constitution. Constitution. Celui que tu combats aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous devenez le médecin pour traiter cette femme constitutionnelle que vous aviez volée. Aujourd'hui. Non, laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure. Il a quelle juridiction? Laissez-moi conclure. Vous violez la Constitution comme vous le voulez. Un débat face à face, je reviendrai. Okay. L'opposition sous Tshisekedi a organisé plus de 18 activités. Vous avez compté combien de morts? Vous avez compté combien de morts après les activités de l'opposition? Que dites-vous, vous, kabilistes de premier rang, du récent rapport, la déclaration de Museveni sur Joseph Kabila? Je peux répondre? Non mais s'il vous plaît, non, je vais répondre. Les face à face viendra. Si. Museveni je ne peux pas la laisser. Accuse Joseph Kabila pour avoir soutenu les rebelles contre la RDC. Qui le dit? Ce n'est pas Donald Akabasele qui le dit, en ce que je sache. Qui le dit? De la communication. Ce n'est pas Chris Mukendi qui le dit, en ce que je sache. C'est lui qui le dit. C'est un président d'un autre pays. Vous devez prendre ça au sérieux. Merci. S'il te plaît. Ça n'est fini pour aujourd'hui. 5 secondes. Je ne peux pas laisser 5 secondes. Vous allez me donner 5 secondes encore? Non. Je comprends la déclaration de Museveni. Tu sais pourquoi Museveni vous dit défendez tout? Non, attends. Oui, je suis tout. C'est la République. Vous nous avez amené les Rwandais ici. Je vais organiser un autre débat entre M. Puceroma et Museveni. Je peux répondre à ça. 3 secondes. Je réponds à ce que Museveni a dit. 3 secondes. Laissez-moi répondre. 3 secondes. Vous savez pourquoi Museveni a dit ça? Non, mais parce que vous l'avez fait. Vous avez soutenu le groupe rebelle. C'est pas parce qu'on n'a pas fait. Voici la démarche de Museveni. Oh là là. Musée, du vivant de Musée. Musée dit ceci. Ces gens-là disent il faut un président faible. Oh là là. Kabila est très fort. S'il te plaît, c'est très important. Non. Le temps nous fait. Non. 3 secondes. On nous a ajouté 25 minutes. 3 secondes. S'il te plaît, je demande à la régie. Je ne peux pas laisser cette 3 secondes. Je ne peux pas laisser cette question. Je peux pas comment ça choque, hein? Je ne peux pas laisser. Oui, ça choque. 3 secondes. Je ne peux pas laisser cette question. Museveni, qu'est-ce qu'il veut? Dites-moi, ici, sur place, quel est le territoire que Joseph Kabila a cédé à Museveni et à Kagame? Contrairement à l'ordre de Bachi, il va répondre prochainement. La crainte de Museveni, c'est de voir un leadership fort au Congo. Et soutenir le leadership faible aujourd'hui qui a donné le couloir au pillage. Lui qui défend également la République, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous avez une autre émission chez Bossolo dans 5 minutes ici. Merci, je vous libère. Comme ça, restez fidèles à nos programmes. Une autre RDC est possible. Vous aurez encore ce débat entre deux têtes bien faites de mon pays. Au revoir.